La plus forte baisse du CAC 40 et puis on a quand même de l'activité du côté des entreprises et notamment sur la thématique des fusions-acquisitions. On va en parler avec l'un de nos invités, notre premier invité qui va nous accompagner pendant cette première demi-heure, Arnaud Faller qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de CPR Asset Management. On retrouve Grégory Volokin également depuis New York en duplex, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Et puis Sophie qui nous accompagne, Sophie Tussaud, chaque après-midi avec nous dans Intégral Bourse pour nous apporter les infos clés de l'actualité économique. Sophie, bonjour. Bonjour Grégoire. On va commencer avec cette fusion, peut-être la plus grosse de l'année, fusion qui se fait alors en cash, comme on dit, en numéraire, donc 100% cash. C'est l'offre de Bayer pour racheter l'américain Monsanto. Grégory, ça faisait des semaines qu'on en parlait, il y a eu plusieurs propositions. Je crois que la première proposition de Bayer s'était faite à 122 $ par action. Là, on est monté jusqu'à 128 $. Oui, ce qui n'est pas vraiment une forte progression. On peut dire que Bayer a été très prudent. Ils ont avancé à petits pas. Et puis ça montre aussi que Monsanto s'est rendu compte qu'en fait ils n'avaient pas vraiment d'autres possibilités que de se mettre en vente. Alors pourquoi cette fusion? Bayer a envie de diversifier. Pour le moment, Bayer est surtout une compagnie qui vend des médicaments. Après la fusion avec Monsanto, 50% de leurs ventes viendront de tout le secteur agricole, des engrais et des désherbants et autres. Une chose qui est très intéressante, je dirais, ce matin, c'est de voir à quel point le marché, je lui dirais, ne réagit pas. Vous regardez le titre de Monsanto, il prend 20 cents de hausse, il est à 106 $ et des poussières contre 128 $ offert, et vous allez me demander pourquoi. Est-ce qu'on ne croit pas au deal? Je dirais c'est pas vraiment la question, mais toute une gamme d'acteurs du marché qui sont les risques arbitragistes sont, je dirais, une voie en voie de disparition. C'était une activité de fonds propres de toutes les grandes banques, que ce soit les banques américaines, mais aussi les banques françaises, qui se précipitaient qu'il y avait un deal avec leurs fonds pour acheter la proie et parier sur le resserrement de ce qu'on appelle le spread jusqu'à la conclusion du deal. Ces acteurs, vous savez, ont pratiquement tous disparu puisque les banques ne veulent plus engager autant de leurs fonds propres dans des activités qui sont des activités de marché. Est-ce que c'est aussi, Grégory, enfin on est sur des sujets très intéressants là, est-ce que c'est aussi la conséquence de l'abandon d'un certain nombre de deals et de deals parfois très importants hein, quand on fait le cumul là sur les 8 premiers mois de l'année, je crois qu'on a plus de 660 milliards de dollars de deals qui ont été abandonnés et des très gros, hein, enfin des deals qui étaient pour certains qui ambitionnaient d'être bien plus gros que celui de Bayer sur Monsanto. Pfizer Allergan, Honeywell United Technologies, Mondelez Hershey, Staples Office Depot, Baker Hughes Halliburton, tous ces deals qui devaient se faire finalement ont sauté. Voilà, ça c'est la deuxième partie de l'explication qui explique en fait pourquoi le cours de Monsanto ne bouge pas, bien que ce deal semble peut-être un peu plus sûr que la plupart de ceux que vous venez de citer. Et puis je vous rappellerai aussi qu'en fait il y a des façons de se protéger si vous êtes dans cette activité d'arbitrage, de se protéger contre la chute du cours si le deal capote. Donc je dirais à mes yeux c'est plus le manque d'acteurs dans cette activité que le risque de ce deal propre qui semble pour le moment en tout cas être plutôt bien accueilli par la communauté des analystes. Arnaud Faller, qu'est-ce que ça vous inspire là, alors cette thématique M&A comme on dit, Merger and Acquisitions, fusion, acquisition, là on est sur un deal important qui se paye 100% en cash, un des plus gros deals de l'année, c'est une bonne nouvelle, vous dites attention, c'est peut-être un peu délirant? Non, c'est pas forcément délirant. Moi, je trouve que un point important, c'est que pour une fois, c'est un deal qui est pas uniquement centré sur des réductions de coûts. C'est-à-dire que classiquement, on voit beaucoup d'opérations, de rapprochements où le but ultime, c'est simplement réduire les coûts. Là, il peut y avoir un peu, d'ailleurs, les sociétés le mettent en avant, hein, un objectif complémentaire entre Bayer qui est évidemment centré pesticides, herbicides, et Monsanto sur les graines, les semences. Il peut effectivement y avoir des produits qui pourraient intéresser, un produit global qui pourrait intéresser l'ensemble des agriculteurs. Donc il y a une logique industrielle, c'est une logique, et ça c'est important quand même. Et ça, je pense que les analystes, évidemment, ils sont sensibles, et pas uniquement un deal de réduction de coûts. La taille du deal, enfin ce qu'on appelle les jumbo deals, ça c'est des bonnes nouvelles, ou est-ce que c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle? Oui, je pense qu'il n'y a pas, on ne verra pas d'accélération forcément de jumbo deal. Même si celui-là va aller jusqu'au bout, on imagine. On pense pas, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de deals qui n'ont pas été jusqu'au bout. On voit plutôt une accélération des deals de taille plus petite. Ça, on en a eu, hein, notamment dans le secteur technologique, mais pas uniquement. L'industrie, les robots,
robots, etc. Donc là, on aura plutôt une accélération de ce genre de deal sur des tailles plutôt inférieures et pas forcément des émissions des deals de 120 milliards. Voilà. Bon, ça c'est la grosse actualité du jour, hein, cette fusion-acquisition, cet accord trouvé entre Bayer et Monsanto. Bayer qui va donc pouvoir racheter en cash, on le rappelle, pour 66 milliards de dollars, le Suisse Monsanto. Grégory, une autre info clé là qu'on suit, mais là c'est on s'inscrit dans le long terme, au moins le moyen terme, la thématique du véhicule autonome. Et là, c'est Uber qui est en train de lancer son service. Alors c'est quelques voitures a priori pour commencer, mais c'est quand même très intéressant de suivre effectivement l'évolution. Donc véhicule de tourisme avec chauffeur, et maintenant c'est le véhicule de tourisme sans chauffeur. Voilà, alors pour le moment c'est sur invitation, c'est à Pittsburgh. Ils vont avoir à partir d'aujourd'hui 4 véhicules dans les rues. Alors vous dites sans chauffeur, mais en fait il y aura peut-être pas un chauffeur actif, mais il y aura un chauffeur assis à la place du chauffeur et un ingénieur assis à la place du passager. Donc déjà c'est quand même prendre des grosses précautions. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques bugs, comme on dit, dans leur système d'auto-pilotage. Par exemple, une chose assez amusante aux États-Unis, vous savez que quand vous avez un feu rouge, en principe, vous pouvez tourner à droite s'il n'y a pas de voiture qui arrive dans le sens opposé. Or, le robot ou l'ordinateur n'arrive pas, lui, à tourner son regard sur la gauche. Donc, quand il voit un feu rouge, il s'arrête et il ne redémarre pas jusqu'à ce que le feu tourne au vert. Et il paraît que ça agace beaucoup les conducteurs de Pittsburgh, ceux qui sont derrière. Et il y a beaucoup de petits problèmes comme ça qui vont être résolus. Mais jusqu'à ce qu'on voit des milliers de voitures autonomes et de taxis autonomes dans les rues, je pense qu'il faudra quand même attendre du temps. Non, mais c'était voilà un labo. On s'inscrit dans un temps long et c'est un laboratoire évidemment qu'il faut suivre. Merci beaucoup Grégory Volokin avec nous chaque après-midi pour nous donner les infos clés qui vont faire bouger les marchés américains. On suivra l'ouverture en direct. Et c'est Jonathan Malka qui est avec nous ce soir pour cedomicilier.fr. Jonathan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Ce domicilier que vous avez cofondé, donc il y a quoi, 1 an je crois. Tout à fait, c'est ça. C'est tout frais. Tout frais. On vous avait pas invité il y a 1 an, vous n'étiez pas encore sous le radar, là, 600 000 euros, vous y passez, on vous voit, et on se dit, tiens, 600 000 euros, c'est pas énorme, sauf qu'en fait, vous n'avez pas besoin de plus, parce que vous êtes déjà rentable. Exact. Donc pour résumer un peu, ce domicilier, c'est une plateforme qui permet de domicilier son entreprise en ligne et en 5 minutes. Donc on avait pour objectif d'être très rapide pour nos clients. Et effectivement, nous sommes rentables depuis nos débuts, donc ça nous aide beaucoup et cette levée va nous aider à soutenir notre croissance et notre développement maintenant. Vous automatisez, effectivement, vous digitalisez cette domiciliation des entreprises. C'est un marché de combien là? Ça concerne combien de personnes chaque année? Parce que évidemment, il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte, il y a toutes celles qui arrivent. Exactement. Il y a à peu près 550 000 entreprises qui sont créées chaque année. Donc ça, c'est de notre marché cible, parce qu'une grande partie de nos clients sont des clients qui commencent une activité. Et ensuite, on a toutes les activités, enfin toutes les sociétés qui sont déjà existantes et qui pourraient être intéressées par un transfert de siège social de manière à externaliser une partie des services qui sont nécessaires à leur activité. Exemple, quel service très concret là? Alors très concret, donc la domiciliation pour ceux, enfin c'est un service qui est un peu méconnu grand public, mais c'est un service qui permet de fixer son siège social à une adresse sans pour autant avoir un bureau physique à cette adresse. Donc ensuite, autour de la domiciliation, il y a un ensemble de services comme un bureau virtuel en fait que vous installez et qui sont possibles de souscrire sur notre site. Par exemple, un secrétariat téléphonique externalisé, la gestion intelligente de votre courrier comme la numérisation par exemple, et aussi la location ponctuelle éventuelle d'une salle de réunion ou d'un bureau à la journée par exemple. Vous avez déjà plusieurs centaines de clients et j'ai vu que vous vouliez doubler là d'ici à la fin de l'année. Alors on en a même, on a dépassé les 1000 clients juste ce mois-ci, donc on en est très fiers. Et l'objectif est de 1500 clients pour cette année, donc on reste quand même sur des bonnes bases de clients, oui, tout à fait. Bon, c'est pas votre premier coup, vous êtes jeune, hein, vous avez déjà d'autres entreprises à votre actif, Jonathan? Oui, exact. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle OnePark, qui est une plateforme de réservation de places de parking au meilleur prix. Et donc durant mon parcours professionnel, j'ai eu recours en fait à des sociétés de domiciliation et m'est venue l'idée de justement simplifier la vie des entrepreneurs et surtout des démarches qui sont nécessaires à la domiciliation d'une entreprise, raison pour laquelle j'ai créé ce domicilier.fr. Et OnePark, vous avez filé les clés à un associé? Alors c'est toujours en place, ouais. Ça a levé pas mal d'argent d'ailleurs récemment dans le but de se développer un peu en Europe, mais voilà, c'est plutôt à eux d'en parler maintenant. Donc c'est cedomicilier.fr. Merci beaucoup Jonathan Malka sur BFM Business dans Startup & Co. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Tech & Co,
Le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et Uber à la une encore ce soir sur BFM Business. Uber et les GAFA, on peut le mettre dedans effectivement dans ces Google, Apple, Facebook, Amazon. Uber qui a en effet lancé aujourd'hui son service de voiture autonome. On savait que le groupe planchait là-dessus depuis quelques temps. Et la ville test, il l'a révélé aujourd'hui, donc c'est Pittsburgh, agglomération de plus de 2 millions d'habitants avec des petites rues et surtout c'est tout sauf plat. Pittsburgh, il faut le savoir, ça a même la réputation d'être la ville américaine la plus escarpée, juste après San Francisco. Et bien donc on est le 14 septembre 2016. Uber va-t-il marquer l'histoire de la voiture sans chauffeur? Début de réponse avec Grégory Volokin qui était tout à l'heure avec nous depuis New York chez Mescart Financial Services. Voilà, alors pour le moment c'est sur invitation, c'est à Pittsburgh. Ils vont avoir à partir d'aujourd'hui 4 véhicules dans les rues. Alors vous dites sans chauffeur, mais en fait il y aura peut-être pas un chauffeur actif, mais il y aura un chauffeur assis à la place du chauffeur et un ingénieur assis à la place du passager. Donc déjà c'est quand même prendre des grosses précautions. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques bugs, comme on dit, dans leur système d'auto-pilotage. Par exemple, une chose assez amusante aux États-Unis, vous savez que quand vous avez un feu rouge, en principe, vous pouvez tourner à droite s'il n'y a pas de voiture qui arrive dans le sens opposé. Or, le robot ou l'ordinateur n'arrive pas, lui, à tourner son regard sur la gauche. Donc, quand il voit un feu rouge, il s'arrête et il ne redémarre pas jusqu'à ce que le feu tourne au vert. Et il paraît que ça agace beaucoup les conducteurs de Pittsburgh, ceux qui sont derrière. Et il y a beaucoup de petits problèmes comme ça qui vont être résolus. Mais jusqu'à ce qu'on voit des milliers de voitures autonomes et de taxis autonomes dans les rues, je pense qu'il faudra quand même attendre du temps. Voilà, Erwan Maurice, c'est aussi un joli coup de com' évidemment pour Uber.